Bonsoir à tous. Bien sûr, à suivre une édition spéciale du 19h, l'entrée en fonction aujourd'hui même du nouveau gouvernement Fillon, au cœur de toute l'actualité politique et parlementaire de ce lundi. Voici les titres. Nicolas Sarkozy s'expliquera demain soir à la télévision sur le remaniement. Il exposera la feuille de route de son nouveau gouvernement conduit par un François Fillon renforcé qui prononcera, lui, son discours de politique générale mercredi 24 novembre. Le ballet des entrants et des sortants, le sacrifié Éric Woerth ne cache pas son émotion. Michel Alliot-Marie fait part de sa grande joie. Son compagnon Patrick Ollier l'a rejoint au gouvernement. Enfin, Alain Juppé rassure ses administrés. Bordeaux n'est qu'à 50 minutes de vol de Paris, rappelle le nouveau ministre de la Défense. Jean-Louis Borloo embrasse, lui, chaleureusement Nathalie Kosciusko-Morizet, mais quitte son ministère sans un mot pour les journalistes. Sa défaite face à François Fillon pousse la famille dispersée des centristes à une riposte. Mais laquelle? C'est l'une des questions que nous aborderons ce soir au cours de cette édition spéciale avec Jean-Louis Bourlange, le président de la Fondation du Centre, Étienne Pinte, député UMP proche de François Fillon, Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste, et Nicole Borvo pour le Parti Communiste Français. Fadela Amara, qui avait tout misé sur son pote Borloo, comme elle dit, affirme n'avoir aucune amertume. Les évincés confessent rarement leur peine. Elle se lit parfois sur les visages lors des passations de pouvoir. Marie Brémaud avec Aurélien Romano et Margot Aubrio. 15 heures, émotion inattendue au ministère de l'écologie. Sous les ovations, Jean-Louis Borloo s'éloigne du boulevard Saint-Germain, non sans avoir pris le temps d'étreindre longuement la rivale d'autrefois, aujourd'hui sa successeur. Nathalie Kosciusko-Morizet savoure son retour. J'ai l'impression de rentrer à la maison et d'y rentrer avec en même temps des nouveaux bagages et plein de projets. Même heure, autre émotion, deux amis se séparent sur le perron rue de Grenelle. Éric Woerth sur le départ est fébrile, mais le nouvel occupant du ministère du Travail l'est encore plus. Xavier Bertrand rend un hommage appuyé à un ministre, à une victime. Celui qui quitte ce ministère est mon ami. C'est parce que celui qui quitte ce ministère est celui qui a porté sur ses épaules l'une des réformes les plus audacieuses et les plus ambitieuses en matière de protection sociale. L'homme qui quitte ce ministère a été injustement attaqué. Pendant des semaines et des semaines, on a voulu s'en prendre à son honneur, honneur qui est intact. Même heure toujours, ministère de la Défense, ambiance glaciale. Aucune émotion ne transparaît sur les visages d'Hervé Morin et d'Alain Juppé. Expéditive passation de pouvoir, 5 minutes à peine. Cela aura suffi aux centristes pour faire ses adieux à un poste occupé tout de même pendant plus de 2 ans. Un ministre, lui, semble avoir voulu jouer les prolongations. Bernard Kouchner se démarque, c'est demain et non aujourd'hui qu'il remettra les clés du Quai d'Orsay à Michel Alliot-Marie. Des critiques politiques, il y en a, mais il en est d'autres sur les nouvelles frontières du gouvernement. La disparition du ministère de la Famille est ainsi déplorée par les associations. Celle du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale n'apaise pas les polémiques car le dossier de l'immigration revient au ministre de l'Intérieur. Enfin, les ONG environnementales dénoncent l'amputation du ministère de l'écologie du secteur clé de l'énergie, de très mauvais augure pour Nicolas Hulot. Seuls 2 centristes subsistent au gouvernement, Michel Mercier, promu à la justice, et Maurice Leroy, chargé de la ville, après que Jean-Louis Borloo a claqué la porte, ayant rejeté l'offre insistante d'un ministère régalien ou élargi. Celui qui visait Matignon fait naître des espoirs chez les centristes furieux. Bérangère Dinglat. Longtemps, Hervé Morin en a rêvé, devenir le candidat du centre en 2012. Avec le départ de Jean-Louis Borloo du gouvernement, la donne change. C'est maintenant l'ex-ministre de l'écologie qui a les cartes de la reconstruction de la mouvance centriste en main. Le président du nouveau centre n'évoque plus sa candidature, mais celle d'une coalition dont les frontières restent à dessiner. Ce matin, Hervé Morin a réaffirmé son ancrage dans la majorité présidentielle et refusé la main tendue de Ségolène Royal. Il était arrivé à d'autres de vouloir tendre la main. Je pense notamment à notre ami d'hier, François Bayrou, qui avait considéré que désormais son avenir était avec le Parti socialiste et qui, si je m'en souviens bien, s'est pris la porte dans la figure.
Car depuis quelques jours, c'est bien Jean-Louis Borloo qui est à la manœuvre. Un temps pressenti Premier ministre, il a commencé à rassembler de nombreuses figures centristes. Ce soir, il réunit autour de lui tous les représentants des différentes formations. Hervé Morin n'en sera pas. L'ancien ministre de la Défense ne rencontrera Jean-Louis Borloo que demain, car les deux hommes ne sont pas d'accord sur tout. Si Hervé Morin refuse une alliance avec le MoDem de François Bayrou, les proches de Jean-Louis Borloo sont beaucoup plus ouverts à cette éventualité. Est-ce que vous pouvez encore travailler avec François Bayrou ? Écoutez, aujourd'hui, c'est la grande famille du centre qui doit se rassembler. Tous ceux qui se reconnaîtront dans le centre, dans cette grande famille de la majorité riche de sa diversité politique, eh bien, n'ont qu'à travailler ensemble, se retrouver autour d'une table et travailler. En quittant le gouvernement, Jean-Louis Borloo a repris sa liberté. Quittera-t-il pour autant l'UMP dont il assure la vice-présidence? En attendant, ils sont nombreux à voir en lui le nouvel homme fort du centre. Et Jean-Louis Borloo, toujours lui, déclare au Monde ce soir que François Fillon fut presque toujours son principal opposant au gouvernement. Sans perdre de temps, Ségolène Royal a tendu la main aux centristes chassés du gouvernement, malmenés, dit-elle, une prise de position qui, une fois de plus, sème la discorde au Parti socialiste. Sandra Cerquera. Elle est restée silencieuse hier lors de l'annonce du nouveau gouvernement. Aujourd'hui, au Conseil de l'Internationale socialiste, tous les yeux étaient tournés vers elle. Le remaniement, c'est pour Ségolène Royal une occasion pour le parti de rebondir. Autant dire que son appel aux centristes vient remuer le PS. Nous avons donc la lourde tâche à la fois de rassembler les socialistes, de rassembler ensuite toute la gauche et les écologistes, et de rassembler les centristes humanistes qui pensent, et ils sont de plus en plus nombreux, que la France mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Et voilà la question des alliances qui ressurgit au Parti socialiste. Sur une éventuelle ouverture au centre, Martine Aubry se contente d'être évasive, mais sous-entend quand même que le PS n'ira pas chercher le centre droit. Nous sommes en train de préparer un projet de gauche, mais nous l'avons toujours dit, les démocrates, les humanistes, ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus supporter cet étouffement démocratique, ces injustices qui créent d'ailleurs de la violence, tous ceux-là seront les bienvenus pour soutenir un projet qui ressemble beaucoup plus à la France et à ses valeurs. Ce retour de Ségolène Royal s'ajoute aux dissensions sur le texte de Benoît Hamon sur l'égalité réelle au PS. La campagne des primaires a bien commencé. Voilà, on va reprendre tous les éléments de ce débat qui concerne donc, au-delà de l'UMP, les centristes, on l'a vu, et le Parti socialiste. Mais d'abord, votre commentaire, Emmanuel Kessler, bonsoir. Bonsoir, Jean-Louis Borloo s'était donc préparé pour Matignon. Raté, peut-il se relancer en se préparant pour 2012? Alors, il a des atouts, et d'abord, sa popularité. Il a un message aussi maintenant, celui du virage social qu'il juge nécessaire et qu'il a revendiqué lors de sa campagne, si l'on peut dire, pour Matignon. Est-ce qu'il a des troupes? Des amis, oui, mais ce n'est pas encore suffisant. Le centre est éclaté, on l'a vu. Certains sont à l'UMP, d'autres en dehors. Rien donc n'est exclu, mais il est trop tôt, bien sûr, pour décider d'une candidature. La première tâche de Jean-Louis Borloo, c'est donc de rassembler ce centre et s'il veut s'imposer comme candidat. Ce ne sera pas forcément facile, d'abord parce que Jean-Louis Borloo est plus un homme d'idées qui fonctionne en bande. Ses proches se sont eux-mêmes dénommés les baobabs, la boîte à idées de la bande à Borloo. Il est plus ça qu'un général qui organise des troupes derrière lui. Et puis, c'est bien parce que se profile une candidature centriste pour 2012 que Nicolas Sarkozy a cherché à retenir Jean-Louis Borloo jusqu'au dernier moment au gouvernement. On reste persuadé à l'Élysée que, comme en 2007, Nicolas Sarkozy doit rassembler en 2012 le plus largement possible dès le premier tour. Alors, il y a pourtant une autre lecture de ce qui vient de se passer. Une candidature Borloo n'est pas forcément un risque, un cactus pour le président. Si elle décolle, elle pourrait canaliser une alternative centriste avec des voix de premier tour qui se reporteraient plus facilement sur Nicolas Sarkozy au second tour que celles qui seraient allées, par exemple, sur un François Bayrou. Bref, le cactus pourrait alors redevenir un allié. Merci. Emmanuel, en tous les cas, une indication, un sondage. François Bayrou incarne le mieux les valeurs du centre, loin devant Jean-Louis Borloo, selon un sondage IFOP pour François, 41% pour le président du MoDem, 24% pour le président du Parti radical, suivi de Dominique de Villepin, 23%, et Hervé Morin, 9%. Nos invités,
Jean-Louis Bourlange, président de la Fondation du Centre, de l'Institut du Centre. C'est vrai que vous avez changé de dénomination. À vos côtés. Pas le droit d'avoir une fondation avant plusieurs années. Ça viendra en son temps. Voilà, les centristes apprennent la patience. Progressivement. Par ailleurs, à vos côtés, Étienne Pinte, député UMP des Yvelines, et proche de François Fillon, réjoui bien sûr depuis ce week-end. Harlem Désir, le numéro 2 du Parti Socialiste, et Nicole Borvo-Cohen-Seat, la présidente du groupe communiste au Sénat, qui va nous rejoindre. Alors d'abord, Jean-Louis Bourlange, est-ce que selon vous, Jean-Louis Borloo a eu raison de refuser de rester au gouvernement? Oui, non. Je crois qu'il a eu raison. Il a eu raison de refuser le gouvernement. Le traitement qui lui a été réservé était un traitement qui était quand même inadmissible. Tout le monde sait, parce que ça a été dit de façon très claire par un certain nombre d'interlocuteurs très proches du président de la République, y compris de ceux qui sont au gouvernement, qu'il y a 15 jours, M. Sarkozy disait 99 chances sur 100 que ce soit Borloo. Donc c'est pas Borloo qui a été inventé ça tout seul. On lui a fait faire une sorte de promenade. On en a fait un leurre. Est-ce qu'il a eu tort de se laisser entraîner dans cette compétition? Non, il ne s'est pas laissé entraîner. Borloo avait été tout à fait légitime pour être Premier ministre. Il est tout à fait aussi, c'est normal qu'il ne le soit pas. Ça, c'est une affaire qui appartient au président de la République. Ce qui n'était pas convenable, c'était de le mettre en mouvement de cette façon-là pour après lui réserver un sort qui était inadmissible. Et on peut se demander vraiment, moi c'est ça qui m'inquiète dans cette affaire, ce que le président de la République avait en tête dans cette affaire. Parce qu'au lendemain des régionales, il est apparu deux choses. Premièrement, que la majorité UMP était trop étroite, qu'elle ne permettait pas de gagner, ne constituait pas une base suffisante pour les présidentielles. Il fallait donc élargir politiquement. Deuxièmement, que le virage de la rigueur était très difficilement acceptable par les Français, alors qu'il était nécessaire si on ne le compensait pas, on ne l'accompagnait pas d'une ouverture sociale. Ce double message, Nicolas Sarkozy paraît l'avoir porté et identifié à Jean-Louis Borloo, et ensuite on lui dit « bah non ». C'est pas ça, vous rentrez chez vous. François Fillon était trop fort dans la compétition. Non, alors là, c'est un problème. Vous me posez la question sur Borloo d'abord. Je considère que Borloo a réagi de façon normale en disant il y avait une double donne qui était posée sur la table. À partir du moment où on récuse les principes qui justifiaient mon accession à Matignon, il n'y a aucune raison pour que je sois dans cette équipe. Le problème institutionnel que vous posez, ça c'est évidemment alors, un problème important. Je voulais vous poser deux petites questions, avec une réponse rapide, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'il doit quitter l'UMP, Jean-Louis Borloo, oui ou non? Ça n'a aucune importance. Ah bon, pas quand même, il a un poste en vue. Hein. Ça n'a aucune importance. Oui ou non? Ça n'a aucune importance. Il y a la reconstitution de la famille centriste, elle se fait à partir de gens qui sont à l'UMP, de gens qui sont au Nouveau Centre, de gens qui sont à l'Alliance centriste et de gens qui sont au Modem. Est-ce qu'il doit se présenter en 2012 lui-même? Je crois qu'il faut qu'il y ait un candidat centriste. Mais c'est beaucoup trop tôt de dire ça. Il faut qu'il y ait un candidat centriste. C'est pas aux amis de Jean-Louis Borloo de lui dire d'être candidat. Être candidat à la présidentielle, c'est une vraie décision qui engage en profondeur quelqu'un. Laissons-lui, comme disait le président Kennedy, le choix des moyens et le temps de la réflexion. À vos côtés, Étienne Pinte, Jean-Louis Borloo assure au monde d'avoir accompli ses réformes malgré Fillon. Il le dit, donc il le charge. Est-ce que ça vous inquiète? Car il va sans doute continuer à le charger si on suit sa logique. Écoutez, d'abord pour moi, c'est une découverte. À aucun moment, ni d'un côté ni de l'autre, on a eu le sentiment que les dissentiments entre les deux hommes étaient à ce point très forts pour que l'un et l'autre, en quelque sorte, se chamaillent dans les grandes réformes en matière en particulier d'écologie, d'environnement et de développement durable. Cela étant, Borloo a quand même déclaré en partant qu'il n'ennuierait pas François Fillon. Donc jusqu'à présent, on peut dire qu'il y aura une espèce de gentleman agreement qui fera qu'il n'y aura pas, je dirais, d'esclandre, en quelque sorte, entre Borloo et François Fillon. Selon vous, votre champion François Fillon a gagné un bras de fer face au chef de l'État? Moi, je pense que François Fillon a remis la place du Premier ministre telle que les institutions de la Ve République les avaient prévues au départ. Donc affaiblissent la position du chef de l'État dans sa configuration de ces dernières années? Plus exactement, le président de la République avait pris, me semble-t-il, trop d'importance par rapport à l'application des institutions de la Ve République, et aujourd'hui, le Premier ministre a remis les pendules à l'heure et a retrouvé la place du Premier ministre telle qu'on l'avait envisagée. Donnez vraiment crédit à l'expression d'hyper-Premier ministre?
qu'elle se répand un peu. Non, dans un certain scepticisme quand même. Non, c'est pas hyper Premier ministre. Il a simplement retrouvé, je dirais, la fonction telle que la Constitution l'avait prévue. Donc il y aura une complémentarité, un équilibre. François Fillon, en quelque sorte, gouvernera, gérera les affaires de l'État. Oui. Il managera son gouvernement. Avec, je pense aujourd'hui, beaucoup moins de pression du côté de l'Élysée, l'Élysée reprenant en quelque sorte les grandes orientations que le Premier ministre devra mettre en œuvre au plan du quotidien. Harlem Désir, comment est-ce que vous le voyez, François Fillon? Parce qu'il se réclame de Philippe Séguin. On sait que Nicolas Sarkozy n'est pas son mentor. Il l'a dit, il avait l'image du gaulliste social. Est-ce que vous le voyez finalement aujourd'hui comme un réformateur libéral? Écoutez, je crois un peu comme le disait Jean-Louis Bourlange il y a un instant que le message qui avait été envoyé aux Français depuis les élections régionales, c'était qu'il fallait attendre la fin de la réforme des retraites, mais qu'il y aurait une prise en compte de ce qu'avait exprimé le pays dans les élections régionales, dans les urnes, et puis ensuite dans l'expression qui a été celle de ce mouvement à l'occasion de cette réforme des retraites, c'est-à-dire une demande de plus grande justice sociale, de plus grande écoute. Donc qu'il y aurait un virage social et un élargissement. Or, il y a un tournant à droite et un repli sur le noyau dur de l'UMP, qui est essentiellement un noyau RPR, l'expulsion des centristes du gouvernement, la fermeture là où on avait commencé par l'ouverture. Et par conséquent, il n'y a ni la réponse au pays qui demandait un changement de politique, une réorientation, la fin de l'injustice fiscale, la prise en compte dans les réformes d'une plus grande équité, ni une capacité à maintenir la cohésion de la majorité. Donc ce remaniement, finalement, qui devait résoudre une partie du problème d'impopularité, de relations de l'exécutif, de François Fillon et surtout de Nicolas Sarkozy avec le pays, ne répond pas à l'attente des Français, qui du coup comprennent que le changement, il ne pourra intervenir que par leur vote en 2012. Oui. Ça crée des responsabilités par la gauche. Justement. Mais par ailleurs, ce remaniement révèle et accentue une crise très forte au sein de la droite, entre eux en particulier les centristes, socio-humanistes chrétiens, j'ai envie de dire, et la branche RPR. Alors, qui reprend le contrôle de l'UMP. Pour qui vous avez les yeux doux, on vous regarde, vous en parlez, comme des humanistes, sociaux, etc. Ségolène Royal a-t-elle eu raison de leur tendre la main dès ce matin? Elle a eu raison de s'adresser aux électeurs, comme elle l'a dit, centristes, humanistes. Non, elle appelle déjà à des rassemblements, oui, effectivement. Qui sont déçus du Sarkozy. Non, notre problème est moins... Il faut arrêter que les centristes, on doit arrêter de dire qu'ils ont le monopole. Moi, je suis centriste, je suis un homme du centre, je suis humaniste, mais je crois qu'à cette table, tout le monde est humaniste. Oui. C'est certainement pas une valeur discriminante. Il faudra en sortir avec ce mot. J'imagine, et Étienne Pinte peut-être d'ailleurs n'est pas très à l'aise avec cela, que pour beaucoup d'humanistes, et pour le courant centriste, par exemple, le ministère de l'Identité nationale, un ministre de l'immigration et ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, condamné pour injure raciale et qui est maintenu dans ses fonctions et qui récupère ce ministère, même si on retire le terme identité nationale. Tout cela, ça a mis un peu mal à l'aise. Le discours de Grenoble a mis mal à l'aise une partie de cette famille centriste. Et donc, je crois qu'effectivement, nous devons nous adresser non pas aux déchus du sarkozysme, non pas aux ministres exclus qui font leurs états d'âme, qui étalent leur état d'âme depuis ce matin d'une façon à peine décente, mais nous adresser aux électeurs déçus qui avaient cru en certaines promesses et qui aujourd'hui se rendent compte... La question se pose des alliances en vue du second tour. Non, le problème pour nous n'est pas un problème de changer une stratégie d'alliance. Je crois que le problème est qu'à partir du moment où il y a cette impasse pour une partie de l'électorat modéré et centriste, il y a une responsabilité de la gauche qui est non pas de changer d'alliance. Je ne vois pas une alliance entre la gauche et Hervé Morin. Je ne vois pas le sens que ça aurait. Hervé Morin lui-même ne l'envisage pas. Mais de nous adresser à des électeurs qui attendent autre chose. Mais François Bayrou lui-même a dit qu'il ne se situait pas dans cette perspective. Donc n'inventons pas des schémas qui n'ont pas de réalité. En revanche, adressons-nous à des électeurs qui voient qu'il n'y aura pas d'issue du côté de la droite. Je comprends très bien Harlem Désir. Il veut nos voix, il veut pas nos élus. C'est très humain. Mais c'est évidemment pas une offre politique extrêmement sérieuse. Alors, en tous les cas, nous allons voir maintenant quels sont les grands chantiers qui attendent le nouveau gouvernement. Vous voulez dire un mot, Étienne Pinte? Oui, un mot. Moi, ce qui me choque dans je veux dire, l'attitude de Ségolène Royal, c'est cette espèce de racolage immédiat après le remaniement gouvernemental.
je trouve que vraiment c'est un peu impudique. Non, je crois que la vie démocratique, c'est effectivement que des forces politiques fassent des propositions pour une autre politique dans le pays. Quand on constate que celle qui est menée aujourd'hui déçoit, il est normal qu'il y ait une opposition qui dise autour de nos valeurs, du projet que nous proposerons, nous pensons que vous pouvez retrouver les aspirations à l'ouverture démocratique et non pas au verrouillage sarkozyste et à la justice sociale. Alors vraiment la politique, que justement, vous espériez qui va être menée par le nouveau ailleurs. gouvernement, même si Nicolas Sarkozy, je vous le disais tout à l'heure, donnera sa feuille de route demain soir à la télévision lors d'une émission à 20h15. Et François Fillon dans 8 jours. Et François Fillon, je l'ai dit également, lors de son discours de politique générale, bien évidemment, mercredi en 8. Mais nous avons déjà quelques idées sur les pistes, car certaines ont été ouvertes. C'est ce que nous rappelle Élise Ecardi, avant d'accueillir Nicole Borvo. Emploi, fiscalité et sécurité, voilà les grandes orientations annoncées par François Fillon. L'emploi d'abord, celui des jeunes et des seniors dont le taux de chômage a augmenté de plus de 16% en un an. Xavier Bertrand, le nouveau ministre du Travail, a déclaré aujourd'hui vouloir rencontrer des syndicats très échaudés par la crise des retraites. Aucune mesure concrète n'a encore été évoquée. Le Premier ministre annonce des mesures concernant les personnes dépendantes. Leur prise en charge coûterait 19 milliards d'euros par an et leur nombre ne cesse d'augmenter. La gauche dénonce déjà un effort déporté sur les assurances privées. Une loi serait prévue pour 2011. La réforme de la fiscalité ensuite. Le bouclier fiscal, devenu le symbole de la désunion entre riches et pauvres, devrait être remis sur la table. L'impôt sur la fortune devrait aussi être revu. La justice, également à réformer avec la très controversée garde à vue. Après l'avis du Conseil constitutionnel très critique, Nicolas Sarkozy souhaite aussi la création de jurys populaires pour les tribunaux correctionnels. Enfin, la sécurité. Brice Hortefeux a prévenu, la pression sera maintenue sur le terrain sécuritaire à l'approche de 2012. Le ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, depuis le remaniement, défendra au Sénat sa loi sur l'immigration, la 5e en 7 ans, et qui prévoit la déchéance de la nationalité pour certains criminels. Et donc Nicole Borvo-Cohen-Seat nous a rejoint, la présidente du groupe communiste au Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Christine Lagarde, ce matin, a estimé que le nouveau gouvernement est totalement révolutionnaire. D'ailleurs, elle a emprunté la formule à Jean-Louis Bourlange, ici présent, hein, un tour complet à 360 degrés. Vous avez dû sursauter. C'est un peu ironique de ma part. Je trouve pas que Christine Lagarde est très, très sympathique. Elle a trouvé ça drôle et elle l'a pris. Mais je ne suis pas sûr que dans mon esprit, c'était un éloge de l'opération faite que de dire que c'était révolutionnaire parce qu'on faisait 360 degrés et qu'en revenant à François Fillon, on revenait à la case départ. Oui, d'accord. Donc voilà, elle l'a interprété à sa façon et la vôtre. Nicole Borvo. Oui, probablement. C'est le retour à François Fillon qui doit être une révolution. Qu'est-ce que vous attendez comme explication de Nicolas Sarkozy demain et comme feuille de route pour le nouveau gouvernement? Écoutez, le nouveau gouvernement tel que nous l'avons vu, enfin en réalité c'est je ne sais pas comment le qualifier, ce remaniement ministériel. Pour moi, il n'y a aucun changement. Hein. Donc, puisque tous les membres du gouvernement actuel sont tous tout à fait en accord avec la politique menée par Nicolas Sarkozy depuis 2007, François Fillon le premier. On ne peut pas s'arrêter à ces petites phrases sur le fonctionnement des institutions. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut attendre un changement, y compris dans le fonctionnement des institutions. Peut-être que le Premier ministre aura à cœur d'être un peu plus présent. Oui. Sur la scène politique. En tout cas, au point de vue de la politique menée, je ne vois aucun désaccord entre les membres du gouvernement actuel et les précédents, et le président de la République. Et donc, d'ailleurs, j'ai constaté que Laurence Parisot avait se félicité de la renomination de François Fillon et qu'elle l'exhortait à continuer les réformes. Et on sait bien que en matière de réforme, quand les membres du gouvernement parlent, c'est en général des régressions. Hein. Donc, quel avis avez-vous sur les exclus centristes? Est-ce qu'ils deviennent pour vous, comme aux yeux de Ségolène Royal, fréquentables? La même chose.
écoutez, les centristes, d'ailleurs on l'a vu avec des collectivités territoriales où d'aucuns avaient manifesté un grand mécontentement pour la bonne raison que les élus locaux étaient tous très mécontents des collectivités territoriales. Ils se sont débrouillés pour faire passer cette réforme. Donc moi je ne fais aucune différence. Tous ceux qui approuvent la politique libérale, voire ultralibérale qui est en œuvre depuis 2007, continuent et continueront certainement à essayer de la mettre en œuvre. D'accord. Harlem Désir, Dominique Strauss-Kahn est à Paris, il va rencontrer Nicolas Sarkozy mercredi. Est-ce que ça vous procure un frisson? En tout cas, Dominique Strauss-Kahn il se dit touché par les sondages le donnant favori de la gauche. Hein. Oui, il a insisté ce matin sur France Inter. Je suis un homme de gauche, je suis un homme de gauche, a-t-il répété. Est-ce que ça vous rassure? Mais je crois que personne ne peut en douter. Il essaye à la tête du FMI, qui est une organisation qui est d'abord dirigée par les États, par les gouvernements, ils ne sont pas tous de gauche au sein du FMI, de faire en sorte qu'avancent des idées de régulation publique de cette sphère financière qui a provoqué la crise que l'on sait. C'est extrêmement difficile, on l'a vu au G20. Et en même temps, il dit qu'il garde un lien avec sa famille politique d'origine, qu'il fait confiance à Martine Aubry pour continuer à conduire le travail de préparation du projet des socialistes pour 2012. Et vous savez qu'il y a un très grand respect entre Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, les autres responsables du Parti socialiste dans la façon de préparer une réponse qui soit à la hauteur de ce qu'espèrent les Français et à la hauteur des défis auxquels le pays devra répondre. La gauche accuse Nicolas Sarkozy d'avoir composé un gouvernement de combat, un gouvernement RPR. Est-ce que ça ne vous incite pas, vous, à gauche, particulièrement au Parti socialiste, bien sûr, à accélérer les étapes? Je ne crois pas qu'on ait bousculé notre calendrier, parce que d'abord le calendrier de l'élection présidentielle, il ne peut pas être modifié, mais on a intensifié, c'est vrai, le travail des socialistes, donné à voir au pays. Nous le faisons sur l'éducation en ce moment, nous allons le faire sur la sécurité dans 2 jours, nous le faisons sur toutes les grandes questions qui concernent les Français, la politique sur la économique. Nomination du candidat et les primaires. Et puis nous aurons des primaires, et il faut les préparer, il faut que les Français puissent savoir comment ils vont pouvoir y participer, et que puisse se faire à cette occasion une mobilisation très très massive qui donnera de la force au candidat ou à la candidate qui portera ce projet. Jean-Louis Bourlanges, je ne vous ai pas interrogé sur les 2 rescapés centristes du gouvernement, avec cette promotion quand même importante de Michel Mercier qui se retrouve à la justice et l'entrée de M. Maurice Leroy. Est-ce que vous estimez que il ne compte pour rien dans ce gouvernement? J'ai beaucoup de sympathie pour Michel Mercier et pour Maurice Leroy. C'est pas la question. Je crois qu'on discute de politique. Je crois que personne ne peut nier que l'équilibre politique a été modifié. Il y a moins de centristes. Nous avons, et je crois qu'il faut reprendre cette discussion sur Dominique Strauss-Kahn qui intéresse les centristes, évidemment. Nous avons actuellement une droite qui dérive vers la droite et nous avons une gauche qui dérive vers la gauche. On l'a bien vu dans l'adoption du projet au sein du Parti socialiste. Une gauche qui est de gauche, qui fait des propositions de gauche différentes des propositions de la droite. C'est souhaitable. Qui est plus à gauche qu'elle n'était il y a quelques mois. Et le problème de Dominique Strauss-Kahn est tout à fait intéressant. Moi, je crois que Dominique Strauss-Kahn est une personnalité tout à fait fascinante et je suis convaincu que c'est un homme de gauche. Simplement, il est clair qu'en tant que directeur du FMI, et sans violer sa conscience, il orchestre une politique internationale qui est très différente, qui est bonne à mon avis, qui est difficile à faire passer en Grèce, ailleurs, etc., mais qui correspond globalement à l'intérêt des économies occidentales et des autres. Donc je crois qu'il fait une très bonne action, mais les fondements idéologiques, on l'a bien vu dans le débat sur la retraite par exemple, les bases idéologiques qui sont celles de l'action du FMI, dont Dominique Strauss-Kahn est solidaire, sont très très profondément différentes de celles du Parti socialiste. Si bien que moi je pense que Dominique Strauss-Kahn aura du mal à s'imposer dans les primaires, ça sans doute pas candidat, mais même s'il est candidat, il aura du mal à s'imposer face à, par exemple, les communistes qui tiendront un autre discours, très légitimement, de leur point de vue. Et je pense qu'il y a là tout un ensemble d'électeurs réformistes qui ne se reconnaissent pas dans l'action du président de la République actuelle, mais qui ne se reconnaîtront pas davantage dans les choix
de la gauche socialiste et qui sont la chance du candidat centriste, et alors. qui, non mais c'est pas simplement la chance du candidat centriste, c'est qu'il y a quand même, écoutez, entre le discours de Hortefeux et le discours de Benoît Hamon, pour prendre des personnalités phares, il y a quand même dans ce pays que ce n'est pas le même discours. un grand nombre de gens qui voudraient quelque chose de différent, qui acceptent le libéralisme sur le plan économique et qui veulent de la régulation, de la réforme et surtout davantage d'égalité, car nous sommes dans un pays qui reste profondément inégalitaire. Le mot de la fin, Étienne Pinte. Qu'avez-vous pensé de la critique de Fadela Amara qui a comparé François Fillon à un bourgeois de la Sarthe, qui l'a traité de bourgeois de la Sarthe? Alors, j'avais beaucoup d'estime pour Fadela et je le lui ai dit, puisqu'on en a discuté la semaine dernière, lors de la présentation de son budget, je n'ai pas du tout apprécié ces critiques qui me paraissaient particulièrement médiocres. Oui. Et je le lui ai dit, avec d'autant plus de sincérité que j'ai beaucoup d'estime pour elle. Je voudrais quand même rajouter quelque chose en ce qui concerne Dominique Strauss-Kahn. Tout dépendra de qui pourra voter aux primaires. Parce que si l'électorat est très large, il n'est pas impossible que Dominique Strauss-Kahn puisse sortir des urnes dans le cadre de ces primaires. Tous les Français qui souhaiteront une alternance Allez, on par la connaît gauche. Allez, d'un mot, Monsieur Pinte. Si Monsieur Pinte se dit que finalement il est très déçu par la majorité actuelle... Pour qui voterez-vous pour le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale entre Monsieur Leonetti et Monsieur Jacob? Le nom, votre nom. Alors il y en a 3 déjà. Mais pour qui voterez-vous, vous? Je ne peux pas encore vous le dire, tout dépendra du nombre de candidats qu'il y aura in fine. Aujourd'hui, il y en a déjà 3, il y en aura peut-être 5 demain. Très bien, merci à tous d'avoir participé à cette édition du 19h à 22h, bien sûr. Nouvelle édition spéciale avec Sonia Mabrouk, tout de suite sur LCP, Assemblée nationale, Parlez-moi d'ailleurs, avec Franz-Olivier Gisbert. Où va Israël? Bonsoir à tous.